Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. C'est vous qui allez créer le monde du rêve. Faut parfois savoir courir avant de savoir marcher. Bien sûr, car il faut se perdre pour trouver ce qui est introuvable. Une vraie réussite, j'ai dépensé sans compter. Je veux apprendre tout sur tout. Voilà ce qui va se passer. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Si vous nous rejoignez, cet épisode s'inscrit dans une petite série consacrée à la génétique en science-fiction. Je vous invite à écouter le premier épisode dans lequel nous avons parlé des mutations génétiques, notamment à travers les personnages des X-Men. Je suis toujours avec mes invités Cléo, Ismaël et Mathias, tous les trois étudiants en sciences. Alors aujourd'hui on rentre dans le dur, terminé de laisser faire la nature et de regarder les mutations aléatoires de notre génome, on veut toucher, influencer, bricoler l'ADN et qu'il se plie à notre volonté de progrès. Autant être frontal, le sujet du jour c'est la sélection et la manipulation du génome. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par sélection génétique, manipulation génétique? Est-ce que vous pouvez un peu définir tout ça pour nos auditeurs? Je pense que la réponse ce serait plus le fait de choisir des gènes dans une liste qu'on a, de prendre ce qui nous intéresse. Par exemple, je sais pas, on veut une plante parce que c'est ce qu'on fait beaucoup des OGM avec des plantes. On veut, je sais pas, un maïs violet, on va dire. Par exemple. Alors on va regarder chez d'autres plantes s'il existe un gène, enfin s'il existe un allèle de ce gène violet. Et on va prendre une bactérie, on va lui donner ce qu'on appelle un plasmide avec lequel on aura mis un gène dedans. Un plasmide, c'est genre un chromosome rond, circulaire. On lui fout dedans un gène, on le donne à la bactérie, et on fait pulluler la bactérie et on infecte le végétal avec. Et peut-être que ça donnera ça. Ça, ce serait pour la manipulation génétique. J'imagine qu'il y a plusieurs types de manipulation génétique possibles. Donc tu as cité l'exemple des plasmides. Donc les plasmides, si je me rappelle bien, c'est de l'ADN souvent des bactéries, c'est ça? C'est essentiellement bactérien, mais les levures ont aussi un chromosome type plasmide. La manipulation génétique, c'est très précis la manipulation génétique, mais on peut considérer que ça existe depuis le début de l'agriculture, où on a forcé vraiment des espèces, par exemple de blé et autres, à se croiser en fait pour avoir des rendements plus efficaces. Alors on n'avait pas les connaissances de la génétique forcément au début de l'agriculture, mais il y a cette sélection en fait de caractères qu'on cherche à avoir en essayant de croiser les espèces. Je pense que la manipulation génétique, elle commence là, et après, comme le dit Ismaël, là on rentre vraiment sur les techniques de pointe où on permet en fait de cibler vraiment ce qui nous intéresse dans l'ADN. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des grandes catégories de manipulation génétique? On a cité les plasmides, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont importantes à mentionner? Oui, donc les manipulations génétiques, j'en ai un petit peu parlé dans l'épisode précédent, si vous l'avez écouté. Il y a notamment tout ce qui est manipulation plus récente avec CRISPR-Cas9 qui nous permettent de faire des manipulations beaucoup plus précises dans le génome en ciblant des parties spécifiques et qui permettent là par exemple de créer des cassures ou d'insérer de nouveaux gènes d'intérêt comme le maïs violet par exemple. Tout à fait, bien sûr. Il faudrait trouver les intérêts à avoir du maïs violet, mais on trouverait sans aucun problème, je pense. C'est pour Halloween. Pour Halloween, tout à fait, absolument. Et du coup, les manipulations génétiques, donc tu as parlé un peu de la distinction entre sélection et manipulation. Ça commence quand à peu près dans l'histoire des sciences, les manipulations génétiques? Quand est-ce qu'on a commencé à faire ça? Alors, comme l'a dit Mathias, la sélection génétique, ça a commencé il y a très longtemps avec la sélection des plantes avec les meilleures capacités agricoles. Par contre, la manipulation génétique, dans le sens de la modification volontaire de séquences, ça a commencé dans les années 70. Il faut toujours garder en tête que la génétique, c'est une discipline qui est très récente, qui est apparue seulement après les années 60. Oui, c'est assez récent. Mais quand même assez ancien quand on voit les techniques de pointe qui sont utilisées, je trouve. Merci pour ces précisions. Donc, pour nous lancer sur ce sujet qui est aussi fascinant que terrifiant, on va d'abord parler de l'œuvre qui est peut-être la plus marquante quand on parle de génétique. C'est le film Bienvenue à Gattaca. Cléo, à toi l'honneur. Un jour, il sera aussi facile d'accéder au profil génétique de quelqu'un qu'à son compte bancaire. Cette connaissance nous donne le pouvoir de changer notre destin. Oui, merci Noé. Alors Bienvenue à Gattaca, c'est un film qui est incontournable lorsqu'on s'intéresse un peu à la génétique. Ce film d'Andrew Niccol, sorti en 97, c'est une dystopie qui prend place dans une société
perfectionniste et eugéniste. Ces termes seront définis un peu plus tard. En effet, grâce à l'évolution des technologies, les scientifiques sont capables non seulement de séquencer le génome extrêmement rapidement, mais aussi de sélectionner à loisir le génome des embryons. Les parents peuvent donc choisir le sexe, la couleur des yeux, des cheveux et l'intelligence de leur progéniture. Les médecins peuvent aussi choisir et modifier les embryons afin que ceux-ci aient le moins de risques possible de maladie et ils ne s'en privent pas. Dans cette société, les individus qui sont conçus naturellement sont appelés les invalidés. Ils sont constamment rabaissés et discriminés, ils n'obtiennent que les emplois les plus dégradants et donc un grand nombre d'emplois leur sont donc refusés. Dans ce contexte, on suit Vincent, qui est un enfant naturel qui rêve de travailler à Gattaca, un centre de lancement aérospatial hyper sélectif de ses employés. Cependant, son statut d'invalidé l'en empêche. Il décide donc d'avoir recours à une méthode drastique. Il va prendre l'identité génétique d'un autre. Ainsi, il rencontre Jérôme, qui est un candidat idéal, un enfant conçu en laboratoire pour travailler à Gattaca, mais brisé par un accident. Il conclut donc un accord, Vincent deviendra Jérôme et réalisera son rêve de travailler à Gattaca, et en échange, il financera le train de vie de Jérôme. Mais à Gattaca, c'est extrêmement sécurisé, des tests ADN sont réalisés constamment, urinaires, sanguins, et une simple petite erreur pourrait révéler toute la supercherie. D'un point de vue génétique, ce film il est à la fois impressionnant et effrayant. Pouvoir prédire en quelques secondes tous les risques de maladie, avoir identifié toutes les régions du génome qui sont impliquées dans ces maladies, mais aussi dans les traits de caractère physiques et psychiques, c'est quelque chose qu'on est encore loin de faire aujourd'hui. Et donc c'est vrai que sur ce point-là, c'est assez impressionnant. Mais il ne faut surtout pas oublier que les responsabilités qu'impliquent ces connaissances, et c'est ce qui est un peu oublié dans ce film, parce que comme dans le film, les tests génétiques aujourd'hui, ils ne nous donnent que la probabilité de développer une maladie. Les gènes qui sont impliqués ne sont que des candidats qui vont augmenter le risque et pas provoquer la maladie à 100%. Donc il ne faut pas oublier que c'est des outils qu'on doit utiliser en connaissance de cause et avec une très bonne formation. Vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible ? Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Non, votre enfant n'a pas besoin de fardeau supplémentaire. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous. Simplement le meilleur de vous. Vous pourriez concevoir de façon naturelle 1 millier de fois et ne jamais atteindre un tel résultat. Merci beaucoup Cléo pour cette chronique d'introduction à Bienvenue à Gattaca. Alors dans le film, tu l'as dit, il y a une société, la société qui est représentée, elle est construite sur l'eugénisme, donc la sélection du phénotype ou du patrimoine génétique d'une population. Est-ce que quelqu'un veut compléter cette définition ? C'est la sélection de certains individus en fonction de leurs caractéristiques génétiques ou du phénotype, quoi, de à quoi tu ressembles. Ok. Et rapidement, le phénotype ? C'est ce que tu ressembles, c'est à quoi tu ressembles. D'accord. C'est ce qui est exprimé par les gènes. Ok. Et pour compléter, étymologiquement parlant, eugénisme, donc EU avant, c'est vrai. Donc considère qu'il y a des vrais gènes, des gènes qui sont vraiment intéressants et qui sont supérieurs à d'autres. D'accord. On met une hiérarchisation en fait déjà dans le terme. Ça donne déjà l'idée de la démarche du film et de ce qui peut aussi arriver dans la réalité dont on va discuter juste après. Très bien, merci beaucoup pour cette définition. Donc dans le film, pour commencer, il y a une normalisation du test ADN, notamment au début du film, quand on fait une prise de sang ou un rendez-vous chez le médecin. Dans la vraie vie, quand est-ce qu'on est amené à faire un test ADN ? Par exemple, moi j'en ai jamais fait. Et comment ça se passe ? Alors, là-dessus, je vais pouvoir répondre. Quand est-ce qu'on fait un test ADN en France ? Il faut savoir que c'est très réglementé au niveau européen, mais encore plus au niveau français. Vous pouvez faire des tests ADN si il y a des antécédents dans votre famille de maladies, où vous dites par exemple « toute ma famille a eu des problèmes cardiaques, est-ce que moi je suis à risque de problèmes cardiaques ?» À ce moment-là, vous pouvez aller consulter un conseiller en génétique ou un médecin généticien qui va reprendre en fait vos antécédents et il va déterminer s'il y a une indication à réaliser un test génétique chez vous
pour vérifier que sur les gènes qu'on connaît responsables, par exemple, de maladies cardiaques, est-ce que vous êtes à risque ? Très bien. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé, mais qu'on voit beaucoup dans les médias, c'est tout ce qui est les tests récréatifs, voilà, à destination des particuliers, tels que... fait par des entreprises comme MyHeritage ou j'ai oublié le nom de la deuxième entreprise. 23andMe. 23andMe, absolument. Avec l'accent anglais. Yeah, of course. C'est quoi un petit peu les enjeux autour de ces tests récréatifs ? Est-ce que ça pose des problèmes ? Je vois un problème arriver. Certaines assurances, si elles vont voir que t'es à risque, bah, elles vont dire non, on veut pas de toi, on va pas payer tes soins. C'est ce qui arrive très souvent. Très bien. Je crois que dans Watch Dogs 2, ils parlent de ça. Enfin, pas spécifiquement de l'aspect génétique, mais juste du fait que en fonction de ton profil que tu as sur les réseaux, on va dire ah non, lui il a un risque, on va pas lui donner des sous. D'accord, Watch Dogs 2, donc, qui est un jeu vidéo disponible sur console, si je dis pas de bêtises. Sur console et PC. N'hésitez pas à jouer si ça vous intéresse. Alors, pour compléter ce que tu dis sur Watch Dogs, donc vraiment la discrimination d'un profil génétique, il faut savoir que la Nouvelle-Zélande fait de la discrimination des assurances par rapport à un profil génétique. Ok, terrifiant. Même dans les autres parties du monde, en France par exemple, on n'a pas le droit, c'est interdit, de demander le profil génétique de quelqu'un. Une assurance ne peut pas vous demander est-ce que vous avez fait des tests génétiques, est-ce que vous êtes porteur d'une mutation, par exemple pour le cancer du sein ou autre. Ils n'ont pas le droit. Par contre, ils vont tendre des questions un peu pièges à la fin de l'assurance pour faire un prêt. Est-ce que vous avez d'autres choses à déclarer ? Une question très vaste où on peut faire oui, je fais un test ADN, voilà. Et là aussi où c'est très insidieux, on va dire, c'est que vous faites un test ADN pour le cancer du sein, vous êtes à risque donc d'avoir un cancer du sein, donc vous avez une surveillance plus rapprochée. Vous allez faire de l'imagerie ou autre, et ça, par contre, vous devez le dire, que vous avez une surveillance médicale pour le cancer du sein, et vous vous demandez mais pourquoi vous faites cette surveillance ? Et dans ce cas-là, c'est pas que vous n'êtes pas un peu obligé, mais c'est compliqué de se justifier par rapport à ça. Très bien. Et plus généralement, les tests récréatifs les entreprises telles que MyHeritage et 23, j'ai oublié le nom, sont des entreprises dont les activités sont illégales en France, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Je sais pas si quelqu'un veut compléter déjà expliquer ce qu'est un test récréatif. Oui, je peux expliquer. En effet, un test récréatif, dans la plupart des cas, ce sont des tests génétiques qui sont faits par des entreprises privées qui permettent comme MyHeritage par exemple, de découvrir ses pourcentages d'origine ethnique et qui vont donc avoir un côté ludique et amusant à faire en famille, par exemple. Qui sont mis en avant par beaucoup d'influenceurs et de vidéastes sur Internet, oui. Oui, également. Et ces tests, en effet, comme tu le dis, Noé, sont interdits en France, notamment parce que si on a des prédispositions qui sont montrées dans les tests, il y a tout un accompagnement psychologique qui est proposé après par les médecins en France, qui ne va pas être proposé dans le cas d'un test comme celui-ci, et qui est pourtant crucial. C'est ça, oui. Et surtout, en fait, il y a un grand problème qui se pose par rapport à ces tests récréatifs, donc qui sont essentiellement des sociétés américaines, c'est que actuellement, les tests récréatifs comme ça, c'est aux alentours souvent de 200 €. Après, il peut y avoir des soldes, Black Friday, on sait jamais. Profitez-en, non, pas du tout, c'est interdit. Mais en fait, le problème, c'est que, enfin, un problème pour eux, mais ces sociétés-là réalisent ces tests génétiques, les vendent à perte. Ils ne sont pas rentables à faire ces tests génétiques chez les personnes. Là où ils gagnent vraiment leurs bénéfices, c'est parce que ces informations, c'est les informations en elles-mêmes. C'est pas l'acte qui leur apporte. Votre information génétique, elle est stockée donc par ces entreprises qui peuvent les revendre à des assurances, qui peuvent les revendre à des industries pharmaceutiques. Et il est vraiment là le problème, c'est que vous n'avez pas un regard sur ce que va devenir votre génome, qui est votre patrimoine et qui est donc vraiment une information qui vous est propre.
Tout à fait, merci beaucoup pour ce point de vigilance. Voilà, donc on vous déconseille de faire des tests génétiques récréatifs. On en a déjà un peu parlé, mais est-ce que pour vous, l'eugénisme, est-ce que vous savez si l'eugénisme existe déjà? Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans un monde similaire à celui de Bienvenue à Gattaca? Oui. Enfin, je ne sais pas s'il existe actuellement, mais il a existé entre 39 et 45 en Allemagne. Oui, alors ce que tu dis, c'est vrai en effet, mais pas au point du test génétique sous le régime nazi. Mais aujourd'hui en Europe, on a de nombreuses lois de bioéthique, la plus récente datant d'août 2021, qui régissent les modifications qu'on peut faire sur les embryons humains et les tests qu'on peut faire sur les embryons humains. Donc pour le moment, par exemple, il est interdit, je pense, de faire des tests qui permettraient de déterminer les risques de maladies cardiaques ou ce genre de choses. Il doit falloir avoir que des maladies vraiment handicapantes, je suppose. C'est ça, exactement. En fait, c'est ce qu'on appelle le diagnostic prénatal, c'est-à-dire que on vous sait porteur d'une variation génétique qui peut donner un syndrome polyformatif, par exemple, et ça peut être ce qu'on appelle vulgairement le nanisme, les personnes de petite taille. Ça peut être, vous avez une mutation qui vous fait être une personne de petite taille. Vous pouvez demander un diagnostic prénatal, c'est-à-dire regarder si le fœtus porte cette mutation. On introduit une aiguille dans le ventre de la femme enceinte pour prélever des cellules fœtales et regarder si la mutation est présente chez le fœtus. Et à ce moment-là, on peut se diriger s'il y a la présence de la mutation vers une interruption médicale de grossesse. Et comme le disait Cléo, c'est très régi, il y a vraiment un cadre qui est bien défini, et on considère qu'on va vers un diagnostic prénatal seulement quand c'est des maladies en fait de particulière gravité qui impacteraient la vie de la personne. D'accord, très bien, donc il y a déjà des choses qui sont mises en place. Ouais. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas seul au monde, malheureusement. Et il y a quelques années, 2 ou 3 ans, des entreprises américaines ont proposé la possibilité de sélectionner des caractères chez les embryons lors de méthodes de préimplantation, de fécondation in vitro et d'implantation d'embryons. Donc là, on est complètement dans Bienvenue à Gattaca. En fait, si je peux me permettre. Bien sûr, vas-y. Le principe de particulière gravité, il est très... ça varie vraiment d'un centre hospitalier à l'autre. C'est-à-dire que un enfant qui va naître, par exemple, avec 3 doigts en moins, est-ce que c'est de particulière gravité? Est-ce que sa vie est vraiment impactée? Et un centre hospitalier pourra vous dire oui, un autre vous dira non, c'est pas vivable. Il n'y a pas une charte générale? Non, c'est ce qu'on dit en fait, c'est que alors le CPDPN, donc Centre Pluridisciplinaire pour le Diagnostic Prénatal, il donne un avis. Et cet avis, il peut être demandé à un autre centre s'il est refusé. Si vous avez un refus par rapport à votre demande, vous pouvez faire une autre demande dans un autre hôpital. Je pense qu'on rentre dans une société un peu eugéniste. Très bien, oui je vois. Effectivement, c'est une question très complexe. Sur un autre aspect, en laboratoire, on fait beaucoup de choses sur les animaux dans notre monde, contrairement à Bienvenue à Gattaca, dans lequel on a dépassé le stade pour aller directement sur l'humain. Et je voulais vous poser la question, parce que je sais que Mathias et Cléo, vous avez deux aspects très différents. C'est quoi la différence quand on travaille sur des humains et sur des animaux ? Alors donc oui, donc moi je travaille en laboratoire de recherche médicale. Donc on travaille sur des animaux qu'on appelle organismes modèles, qui nous permettent de transposer ce qu'on trouve de l'animal jusqu'à l'humain. Sur ces animaux, quand on étudie des maladies génétiques ou avec une influence génétique, comme les cancers par exemple, on va parfois générer des mutations pour pouvoir étudier l'impact de cette mutation chez cet animal, dans ce cancer en particulier, pour pouvoir savoir si on peut utiliser ce gène comme cible pour traiter l'humain. Et est-ce que chez l'humain ça se passe de la même manière? Est-ce qu'on induit des mutations? Aujourd'hui, on est vraiment dans une démarche diagnostique, c'est-à-dire qu'on recherche la présence de mutations si
on a un profil évocateur, et pour l'instant, il ne me semble pas, même en recherche, qu'on induit des mutations encore chez l'être humain. Très bien, ok. Voilà déjà un point rassurant. Merci beaucoup. On approche de la fin de cette deuxième partie. Pour finir, est-ce que vous avez une œuvre peut-être moins connue que Bienvenue à Gattaca, qui est incontournable, et qu'on vous conseille, que vous souhaiteriez conseiller à nos auditeurs sur le thème des manipulations génétiques? Ismaël, est-ce que tu veux commencer? Est-ce qu'on va parler du jeu? Est-ce qu'on va parler du Warframe. Vas-y. Alors dans Warframe, c'est un jeu sur toutes les plateformes, même sur iOS, étonnamment. Et en gros, vous êtes des ninjas de l'espace, une boule de cancéreuse avec des super pouvoirs. Grossièrement, c'est ça. Et l'eugénisme, pardon. La sélection génétique, ça fait partie du jeu parce que y a des animaux de combat. Et on peut choisir, on peut les enregistrer, on peut avoir des empreintes génétiques d'eux. Et il y a un marché carrément dans le jeu où, j'ai ces empreintes génétiques de cette race de chat, je les change contre ça. Et il y a certaines espèces qui sont plus prisées que d'autres. Et comme chaque chat est généré aléatoirement, genre il y a des aspects génétiques qui sont plus prisés que d'autres, genre la forme de la queue ou la tête, quoi. Les gens rechercheront s'ils s'intéressent au jeu. Merci beaucoup, donc un jeu à découvrir. Cléo? Donc moi c'est un livre cette fois-ci que je vais recommander, qui est un ancien livre qui s'appelle Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui est un classique, effectivement. Très bien, et de quoi ça parle rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas? Eh ben je ne l'ai pas lu, mais on me l'a conseillé. D'accord, donc voilà, moi aussi je vais le lire donc. Très bien, ok. Alors j'allais aussi conseiller Le meilleur des mondes, mais du coup je peux en parler un peu plus. C'est une société pareil très dystopique, un roman d'anticipation où l'être humain exclusivement en fait grandit exclusivement en laboratoire. Les fœtus c'est des fœtus étuves, où les embryons sont en laboratoire et on va leur induire différents types de stimulus qui vont déterminer leur classe sociale. C'est-à-dire que les classes plus basses socialement, on va leur introduire une quantité d'alcool, etc. Et on est encore en fait dans une hiérarchie sociale avec aussi comme dans Bienvenue à Gattaca, cette image de l'enfant parfait et ce qu'on considère comme plus imparfait. Ok, très bien, merci beaucoup. C'est souvent le sujet des œuvres de science-fiction qui parlent de manipulation génétique. C'est la recherche de la perfection en général qui intéresse les auteurs. Cette deuxième partie de notre série génétique en science-fiction touche à sa fin. On vous donne rendez-vous très bientôt pour l'épisode final dans lequel on embarquera dans la machine infernale du clonage génétique, histoire de finir en beauté ou en horreur, ça dépend du point de vue. On espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos avis sur l'épisode sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Indescience sur Instagram, Facebook et TikTok. Vous pouvez aussi aller lire les articles sortis sur notre blog et bien sûr vous abonner au podcast pour ne pas rater la sortie de nos prochains épisodes. C'était Indescience et n'oubliez pas que sans science, pas de fiction. À bientôt. C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite. Hasta la vista, baby. Je reviendrai. Je dis simplement que la vie trouve toujours un chemin.